Bienvenue à ce programme Vespera de Kinshasa Direct. Aujourd'hui, on va parler de terminaux de paiement électroniques. Vous savez que cette thématique ne fait que couler encre et salive. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un économiste, il est aussi député national, Pasteur Godin Paul. Il sera avec nous pour analyser la décision de la Banque centrale du Congo. Alors, constitution congolaise à tout et faiblesse, Aristote Ngarime, voilà ce qu'il fera. La chapeau de notre Kinshasa Direct. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Iselona. Bienvenue. Merci David Lelo, bonsoir à tous, face à l'actualité. Énième tuerie attribuée aux ADF dans la province du Nord Kivu. Au moins 48 personnes ont été abattues dans quelques localités de Béni, dont Massala et Maïbi. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes et promet de poursuivre les opérations de traque de ces terroristes. Jour J-1, c'est demain qu'interviendra l'investiture du gouvernement souminois, le grand oral tant attendu. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka s'est dit prête pour la présentation de son programme d'action devant les élus ce mardi. En France, Emmanuel Macron a annoncé dimanche la dissolution de l'Assemblée nationale après la parution des premières estimations de résultats des élections européennes marquées en France par la victoire du Rassemblement national et l'échec de son camp. Les élections législatives auront lieu le 30 juin et le 7 juillet. Anthony Blinken est arrivé ce lundi au Caire, première étape d'une nouvelle tournée au Proche-Orient visant à promouvoir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Cette visite intervient après plus de 8 mois de guerre entre le mouvement islamiste palestinien, Hamas et Israël. Retrouvez à 19h grâce à Lambeau dans la grande édition du journal. Entre-temps, votre magazine Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Oui, c'est Léona pour cette livraison d'informations. Tout de suite, nous allons recevoir le pasteur Godin Paul pour analyser la problématique sur les TPE, c'est-à-dire les terminaux en paiement électronique. Tout de suite. Radio 50 revient en force désormais. Je vais pouvoir désormais faire ces décryptages assez régulièrement. Je vous donne rendez-vous tous les matins. Le Congo, on est champion en la matière. Ce qui est plus important, c'est l'Assemblée nationale, mettre les élus de son côté, animer cette collaboration, pour ne pas dire cohabitation, parce que Radio 50 c'est votre radio et nous sommes désormais décidés de vous donner le meilleur de la radio avec des infos chaque heure, avec des analyses, des invités, des interviews. Radio 50, comptez avec nous désormais ici à Kinshasa, à travers le monde, avec les réseaux, on va dire internet, bien évidemment les satellites. Désormais il faut compter avec nous. Radio 50. Télé 50, simplement congolais. La Banque centrale du Congo a demandé à toutes les institutions financières de pouvoir reconfigurer tous les terminaux en paiement électronique en francs congolais. Alors, quelles sont les incidences sur l'économie ? Quelles sont les incidences sur la situation monétaire en République démocratique du Congo? Nous allons essayer d'analyser la thématique avec un économiste, il est aussi monétariste. Il est plusieurs fois diplômé dans plusieurs disciplines.
Le pasteur Godempo, il est aussi député national. Bienvenue, pasteur. Merci Jean-David, mon ami. Voilà. Pasteur, il y a déjà la décision de la Banque centrale du Congo qui a demandé à ce qu'on puisse reconfigurer tous les TPE en francs congolais. Pour la Banque centrale, c'est qu'il y a beaucoup plus de pertes, c'est qu'il veut beaucoup plus dédollariser l'économie de la RDC. Merci beaucoup à Jean-David. Avant d'entrer dans les vifs de la question, je pense qu'une mise au point sémantique s'impose. Parce que j'ai appris que d'après les Congolais, les ATM, ce sont les distributeurs des billets et les TPE, ce sont des terminaux d'achat. Mais je voulais faire un petit balisage historique. Les ATM font leur apparition en 1960, nous sommes au Japon. Avant de se retrouver à partir de 1967 les à Londres. ATM. Les ATM. Les ATM, c'est pour ceux qui nous suivent, oui, donc les profanes. C'est ce qu'on appelle les distributeurs chez nous, pour faire simple. En 1967, ça envahit Londres et le monde entier. Mais déjà, lorsque les Japonais ont fabriqué ces ATM, ce n'était pas seulement pour retirer l'argent, mais c'était pour remplir toutes les transactions de base. Mais il s'est fait qu'à l'époque, en 1960, la tâche principale de cet instrumentum était de distribuer l'argent. Nous sommes en 1960. 1960. En 1990, va voir le jour une autre pratique commerciale, c'est le commerce électronique. Nous sommes aux États-Unis. Donc c'est à partir de cette année-là que la technologie s'est développée. On a cherché à faire jouer aux ATM un autre rôle qui est un rôle commercial du genre de ce qu'on appelle TPE. Donc je voudrais que ça soit dit clairement. Parce qu'il y a... Là, c'est déjà en 1990, 90. En 90. Et en 1998, cette question relative au commerce électronique a été prise en charge par l'Organisation mondiale du commerce. Et du coup, le fait de distribuer l'argent, c'est juste une ligne de fonction des ATM. Mais aujourd'hui, avec l'état de l'art, il y a des ATM qui sont dotés de la fonction des transactions commerciales comme les TPI. Donc, ils les font au même moment. Vous pouvez acheter et vous pouvez récupérer l'argent et on appelle ça, sur le plan finement scientifique, les ATM POS. Donc, les POS, là, ça veut dire, c'est une abréviation anglaise qui veut dire tout simplement point of sale. Donc, c'est un point de vente. Donc, je voudrais que cela soit compris de la manière la plus claire, parce que tel qu'on présente les choses ici, c'est comme s'il y avait une contradiction fondamentale, j'insiste, entre les TP et les ATM. Donc, de nos jours, il y a des ATM qui font au même moment la distribution des billets et des transactions commerciales. C'est ce qu'on appelle ATM POS. Donc, on n'a pas, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus, mais pour revenir à la question du jour, pour que les gens comprennent l'enjeu du jeu, actuellement, lorsqu'il vous arrive de faire des transactions par ces terminaux de paiement électronique qu'on appelle TPE, les opérateurs économiques se sont organisés pour faire un paramétrage de 13%. Alors pour le reste des transactions, lorsque vous achetez, la monnaie congolaise est d'abord convertie en devise et la transaction se passe en devise. Sur le plan économique, nous avons besoin d'un droit appliqué et non d'un droit applicable. Parce que Duprier disait que l'économie est un mouvement.
Alors, quel est l'avantage de ce paramétrage à 13%? C'est que ça permet en fait aux opérateurs économiques de disposer en temps réel de suffisamment de devises pour qu'au bout du tuyau, qu'ils puissent renouveler leur stock sans beaucoup d'acrobatie. Et le fait pour les opérateurs économiques de disposer en permanence ces devises, ça contribue dans une certaine mesure à la stabilité monétaire. Et dans les systèmes actuels, la perte d'échange est supportée par les consommateurs et elle n'est pas un élément de prix. C'est-à-dire que le fait pour que la perte d'échange soit prise en charge par les consommateurs, ça ne va pas influencer les prix. Maintenant, avec ce qu'on veut nous imposer, la perte d'échange sera supportée par les vendeurs. Et du coup, ça devient une charge pour l'entreprise. Et toutes ces charges doivent être incorporées dans le prix de revient. En fait, cette question n'est pas que monétaire. Elle relève de la gestion commerciale, elle relève de la comptabilité d'exploitation, elle relève du commerce international. Donc, on doit éviter de faire de la mésoéconomie. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'avec cette mesure, la perte d'échange est prise en charge par les vendeurs? Ça deviendra un élément de prix et du coup, ça va provoquer une inflation immédiate. En fait, l'inflation, ce n'est pas la dépréciation monétaire, c'est autre chose. L'inflation, c'est une hausse généralisée et durable des prix. Et c'est ça le danger de cette mesure. C'est là pourquoi nous insistons. Vous savez, nous sommes avec vous. Ici, nous sommes habitués à ce genre de gesticulation. En 2010, nous nous sommes opposés à la TVA à taux unique. Comme d'habitude, l'éducation, c'est d'envoyer les gens nous insulter dans les médias. Mais aller aujourd'hui demander, on est en train de moduler le taux. Ce que nous avons proposé depuis 2010. Nous avons dénoncé le projet Bukangalozo. Aujourd'hui, il y a des problèmes à la Cour constitutionnelle. Nous avons parlé de cette modification robotique du prix des billets d'avion. Aujourd'hui, vous pouvez savoir quand vous voyagez, mais vous ne saurez pas quand est-ce que vous rentrez. C'est devenu comme le retour de Jésus. Et tout ça, ça fait que la population nous insulte, nous les députés. Et il insiste le président de la République qui n'y est pour rien parce qu'il a fait confiance aux gens. Et vous le savez que depuis des décennies, j'ai fait le monitoring économique dans ce pays. Ça, c'est depuis le maréchal Mobutu. Ce qui est vrai qu'à l'époque du maréchal, ça s'est limité dans des petits auditoires. Nous avons continué avec Mouzé lorsqu'il avait fixé la parité entre les francs congolais et les dollars par des décrets. Nous avons dénoncé ça. Nous n'avons fait que ça pendant toute notre vie. Ce n'est pas maintenant qu'on doit avoir peur des gens. Parce que les gens qui prennent ces mauvaises décisions, ils sont assis tranquilles dans leur bureau climatisé. Donc c'est une mauvaise décision selon vous, cette action-là de pouvoir reconfigurer les TPE en francs congolais? Pas selon moi, selon la science. Selon la science. Ah, oui. Et ce n'est pas la science de descendre vers nous, c'est à nous de nous élever vers la science. Et si vous aimez la science vous aimera. Parce que les raisons évoquées, c'est qu'il y aurait beaucoup de pertes par rapport à ça. Et en plus de cela, c'est une manière de pouvoir dédollariser notre économie. Je crois qu'il y a des ambassadeurs qui nous suivent. Quand ils apprennent ce que nous débitons comme sornette, je crois qu'ils se disent que ce pays a touché les fonds. On stabilise, on n'impose pas une monnaie, la monnaie s'impose. La dédollarisation du dollar ne relève pas de la philosophie, elle relève de la macroéconomie internationale. Ce n'est pas du fait des États-Unis que le dollar a connu cette ascension irrésistible. Interrogez l'histoire économique du monde. Jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est la livre sterling qui contrôlait le monde. En fait, la livre sterling a joué le même rôle que le dollar bien avant la Première Guerre mondiale.
affaibli après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a dû voir les dollars prendre son espace et ces deux monnaies ont circulé concomitamment jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe, Jean-David, lorsque nous arrivons à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Le PIB mondial était constitué de 50% du PIB des États-Unis d'Amérique. C'est pour cela que vous avez vu que après la Deuxième Guerre mondiale, les dollars étaient la seule monnaie convertible en or jusqu'à 1973. C'est en fait la santé économique de l'économie américaine qui imposait sa monnaie, parce qu'en réalité, la monnaie, c'est le symbole de la richesse d'un État. Ces affaires-là ne marchent pas avec les communiqués et les ordonnances. Ce sont des lois économiques, ce sont les lois les plus têtues du monde. Lorsque vous les violez, elles finissent par s'imposer. Et donc, que les gens ne pensent pas que c'est de la volonté des Américains que nous utilisons les dollars. C'est la santé économique des États-Unis qui fait que sa monnaie s'impose. Alors, pour que les gens comprennent un peu facilement comment les choses se passent, même la toute-puissante Chine, qui s'est réveillée immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, elle n'a pas cherché à affronter les dollars. La Chine a vécu en paria jusqu'en 2001, quand elle va rejoindre les girons de l'Organisation mondiale du commerce. Vous allez voir, Jean-David, que jusqu'en 2010, les transactions commerciales chinoises se faisaient à 80% en dollars. Alors, on veut fabriquer quoi ici? On veut fabriquer quoi? Vous pouvez voir, malgré tout ce qu'il y a eu comme crise multisite et multiniveau, malgré qu'il y a eu tout ce qu'on est en train de connaître comme cette bimondialisation qui met face en face les BRICS et les G7, lisez les statistiques du commerce international. En décembre 2023, c'est-à-dire l'année passée, dans les transactions commerciales chinoises, on a trouvé 44% des transactions en dollars. Si la Chine, déjà, qui contrôle 12% des exportations mondiales, 8% des importations mondiales respectent encore les dollars, pendant que vous êtes incapable de stabiliser la monnaie. Alors là, il faut quoi? Il faut qu'on continue toujours avec la dollarisation de notre économie. Et la différence entre la science et l'art, c'est que la science a des concepts. C'est pourquoi j'ai défini les athèmes sur le plan scientifique, contrairement à la pratique congolaise. À un objet, il a une méthode. Et lorsque vous voulez dédollariser votre économie, il y a des méthodes pour le faire. Et la méthode principale, c'est la production. La production. Tant qu'on ne va pas produire, tant qu'il n'y aura pas de production massifiée dans ces pays, qu'aucun prophète ne vous trompe. Je dis bien qu'aucun prophète ne vous trompe, qu'on aura un franc lourd. C'est l'expression, en fait, de notre santé économique. Bref, c'est pour dire que cette mesure, elle va provoquer une inflation robotique, mais qui par la suite sera complétée par une inflation purement psychologique. Parce que quand on va commencer à changer des étiquettes 3 fois par jour, mais les gens vont verser dans l'anticipation. C'est tellement simple. On n'a pas besoin d'un dessin pour comprendre ça. Donc, le malheur, c'est parce qu'il y a qui lisent ça qu'avec les lunettes monétaristes. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, donc j'ai un léger avantage de connaître un peu la monnaie, un peu la compta, un peu la gestion commerciale, un peu le commerce international. Donc ce sont des matières polygonales. Vous n'allez pas vous réveiller comme ça, vous dites aux gens. Donc vous savez, lorsque vous cherchez, vous savez d'abord les fonctions d'une monnaie, c'est quoi? La monnaie a 3 fonctions. Unité de compte, unité d'échange et réserve de valeur. Est-ce que vous pouvez constituer des réserves avec une monnaie stable? Mais c'est quoi finalement? Donc bref, que nos amis stabilisent d'abord la monnaie. C'est ça leur rôle. Déstabiliser la monnaie. Qu'ils stabilisent d'abord la monnaie.
Ces genres de mesures ne réussissent jamais dans des économies extraverties. Comme la RDC. Surtout avec instabilité monétaire. Je sais qu'aujourd'hui, avec le logiciel ChatGPT, tout le monde veut devenir économiste, mais ces logiciels-là ne fonctionnent pas en économie. Je décourage ceux qui recourent. C'est d'expérience, donc il faut que les gens mènent des études sérieuses. Vous savez que c'est seulement au Congo où on joue avec les affaires économiques. Et vous trouvez tout le monde parle de l'économie. Alors pourquoi c'est comme quand on formait le gouvernement ici, j'ai vu un ami juriste, il voulait devenir ministre des Finances. Je lui ai dit, toi, je pense que tu fais partie des sorciers qui associent la place. Donc c'est pour éviter des choses. Lorsque vous êtes aux États-Unis, là où les ministres sont sélectionnés avec rigueur, le président des États-Unis ne se prononce guère, parce que là-bas, c'est le régime présidentiel, donc ils n'ont pas de premier ministre. Le président américain ne se prononce guère sur des affaires économiques s'il n'a pas interrogé les comités d'analyse économique. À ne pas confondre avec le Conseil économique et social. Ces comités d'analyse, c'est une vingtaine d'économistes les plus capés des États-Unis qui ont une expertise avérée, avec une expérience éprouvée, qui se prononcent. C'est pareil en France, c'est pourquoi ça marche. Mais ici, tout le monde se réveille. Mais non. Alors, mais pourquoi, mais non. Pourquoi seulement la Banque centrale s'est beaucoup plus attelée sur les TPE, alors qu'il y a le DAB, les distributeurs automatiques des billets. C'est vous qui citez les noms des gens. Moi, je vous ai expliqué comment ça fonctionne. J'ai insisté parce que... je parle de la BCC, je ne parle pas de gens. J'ai insisté parce que on veut nous ramener en 1960, monsieur. Les ATM, c'était des distributeurs seulement en 1960. Mais maintenant, on peut leur faire jouer plusieurs rôles. Ça reste des distributeurs, mais ça peut être également des points d'achat électronique. C'est ce qu'on appelle les ATMP POS. Et donc, moi, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais dans tous les cas, nous sommes habitués à ça. Qui deviennent ridicules après, lorsque nous alertons. Vous êtes témoin du feuilleton TVA. Aujourd'hui, renseignez-vous, ils sont en train de moduler des taux. C'est ce que nous avons proposé depuis 10 ans. Parce que aujourd'hui, prenez les risques de partir en Boujima. Dites à votre femme que vous allez vous voir samedi. Vous allez voir. Ça sera vous allez faire des semaines là-bas. Et nous n'allons pas accepter des choses comme ça. Nous n'allons pas accepter des choses comme ça. Quand ces gens prennent des demi-mesures, c'est nous les députés qui sommes insultés. C'est le président de la République qui est insulté. Et ces gens sont tranquilles, avec leurs millions dans leur bureau climatisant. Ça, on ne va pas accepter. Et nous n'avons pas commencé ça qu'aujourd'hui. Donc, le monitoring économique dans ces pays, nous les faisons régulièrement. Donc, je n'ai nullement la prétention de dire que je suis le dieu de l'économie, mais j'ai quand même suffisamment d'informations à cette matière. Et très modestement, les événements ont démontré qu'à 99%, près, je suis dans les bons. Les conseillers monétaires, ils ont péché en proposant une telle mesure. Nous ne savons pas d'où cela est venu. Nous, notre problème, c'est d'alerter. Même si vous n'êtes pas économiste, tel que je sais que la difficulté, parce que maintenant, les gens commencent à m'appeler pour dire qu'on n'avait pas compris. Bon, pas tous, bien sûr. Le problème, c'est celui-là, les charges. C'est pratiquement la bêtise de la TVA où les gens... J'étais surpris. Dans ces pays, il y a découragé. J'ai vu des gens qui ne figuraient sur aucun répertoire scientifique sérieux, ni dans ce pays, ni ailleurs, s'élever parler de la TVA en 2010. Non, la TVA est neutre, mais la neutralité de la TVA veut dire quoi? D'après leur intelligence, ils disaient que la TVA n'avait aucune incidence sur les prix. Oh, la neutralité de la TVA, c'était par rapport à la trésorerie des entreprises. Et nous n'avons nullement la prétention de dire que nous sommes plus intelligents que les autres, mais nous disons que trop c'est trop, on en a assez. Nous, la population nous insulte. Et nous ne devons pas croiser les bras quand il y a de telles dérives. Et nous allons nous assumer.
Nous allons nous assumer, nous allons insister. Parce que chaque fois, vous savez, lorsque vous avez des gens qui prennent des décisions maladroites, ils deviennent l'esprit de blocage pour tous les Congolais. Parce que vous allez souffrir. Vous savez pourquoi? Je suis d'accord que au moins 75% de notre inflation actuelle est alimentée par ce qu'on appelle de l'inflation importée. Donc avec tout ce qu'il y a eu, avec la permacrise énergétique, sanitaire, géopolitique. Mais pourquoi nous sommes arrivés à 88? C'est à cause de ces maladresses. Ils ont fait des paiements désordonnés en procédure d'urgence, en francs congolais. Une procédure d'urgence, c'est même dénoncé donc, par... Donc, en francs congolais. Non, les modes de paiement en procédure d'urgence existent. Hein, mais il y a des cas précis, notamment la rémunération, les catastrophes naturelles. Il ne faut pas que les gens la défense aussi. J'ai dit notamment. Vous êtes juriste. On ne fait qu'apprendre. J'ai dit ceci, j'ai dit notamment. Donc vous êtes juriste, vous comprenez ce que ça veut dire. Effectivement. Alors, donc, nous devons souffrir pendant que ces gens se sont construits des montagnes d'argent volées. Et nous devons croiser les bras comme ça. Non. Non. La population souffre. On doit protéger le pouvoir d'achat de la population. Qui dit pouvoir d'achat, dit pouvoir de choix. Qu'on commence par stabiliser la monnaie, il y a un instrument approprié pour stabiliser cette monnaie. Alors nous, on va rester, la population nous insulte. C'est comme encore une blague là. Il y a quelqu'un qui m'a dit que les députés ont demandé ces $50 000 pour investir le gouvernement. Vous ramassez tout ça où? Vous ramassez ça où? Vous me voyez, moi, ici, demander $50 000 pour investir le gouvernement? Donc, d'après vous, nous sommes des enfants. Quand il y a un gouvernement qui sort, vous regardez, il y a un ministère de l'Éducation nationale, et si, et PST, on ne peut pas demander que cette incohérence vienne d'où? Vous pensez que nous sommes des enfants? Quand un gouvernement sort, il y a 10 ministres, les regroupements politiques ne reconnaissent pas ces gens-là. Donc, c'est le phénomène Ngoulou. Donc, nous ne pouvons pas poser des questions. Mais quand cela ne tient, nous sommes des États. Nous sommes des hommes d'État, voudrais-je dire. Donc, par respect pour la signature du chef de l'État, demain, nous allons investir les gouvernements. Nous allons, moi personnellement, je vais voter pour l'investissement de ce gouvernement par respect pour la signature du chef de l'État. Par respect. Mais tel que ça commence là, on ne sait pas dénommer correctement des ministères. Des gens qui ont été délégués ne figurent pas. C'est un déficit d'éthique. Vous savez l'importance que moi j'attache à la compétence et à l'éthique dans ce pays. Et nous, on va voir perdre des gens parce qu'ils vont donner l'argent aux journalistes pour nous insulter. Et puis quelqu'un comme moi ici, quand on t'envoie pour m'insulter, au Bandela. Au Bandela. Donc il faut pas. Donc j'ai dit, il faut respecter nos députés. Aucun député n'a demandé $50 000 pour investir le gouvernement. Nous devons poser nous sommes des responsables. Ça commence mal. Quand les dénominations ne sont pas cohérentes. Donc nous devons croiser les bras. Vous pensez que nous travaillons à Télé 50? Nous sommes les élus du peuple. Quand il n'y a pas de... Parce que notre combat dans ces pays, c'est la compétence et l'éthique. Quand les 10 là qui apparaissent, ce sont les Ngoulou alors. Ça commence mal sur le plan d'éthique. Mais nous sommes des hommes d'État, ça je vous l'ai dit avec assurance, par respect pour la signature du président de la République. Nous allons investir le gouvernement et nous allons continuer nos revendications. Il ne faut pas que les gens, les pays, le Congo a besoin de grandes forces de l'intelligence pour démarrer. Les grandes forces de l'intelligence et de l'éthique. Pour démarrer, on ne doit pas. Les autres pays avancent. Nous, on est en train de rester comme ça. Alors, et pour terminer, vous aviez parlé des conséquences que cela pourrait avoir au niveau des TPE, provoquer une inflation robotique. Robotique. Parce que comme ça devient une charge, parce que lorsque la perte d'échange là devient une charge pour l'entreprise, les mêmes jours on va appliquer, les vendeurs vont intégrer ça dans leur prix de vente. Et écoutez, c'est ce qu'on appelle en économie de la causalité inverse. Donc, les consommateurs qu'on cherchait à protéger là, il va cette fois-là acheter les produits avec la même perte d'échange là qu'il supportait
par la banque. Donc, sans rancœur ni rancune, nous le faisons pour l'intérêt de tous. La population souffre. Ceux qui ne savent pas comment on travaille dans les institutions de l'État, ils doivent apprendre à démissionner et laisser les pays avancer. Donc on ne doit pas tout le temps revenir sur les mêmes histoires. Vous avez vu comment nous ne faisons que depuis cette affaire de la TVA, que des demi-mesures. Boukangalonzo, je vous ai dit à son temps que les sites étaient mal choisis. Donc, comme toujours, vous les journalistes, quand on vous donne $200, oh godé, godé. Je vous demande, quelqu'un comme moi ici, quand vous envoyez pour m'insulter, au Bandela, tu vas commencer par où? Et maintenant, est-ce que vous pouvez encore nous montrer la farine de Boukangalonzo? Nous faisons des choses par souci. Moi, je suis soucié des soucis de la population. Et c'est ma boussole. Et nous insistons là-dessus. Dans tous les cas, on ne joue pas avec la monnaie. Pourquoi j'alerte? La révolution orange est passée par l'inflation. La planification économique fait de fait le roi. Donc il faut que les gens qui prennent ces demi-mesures aient quand même pitié de notre stabilité politique. Merci beaucoup, monsieur le député Pasteur Godin Poy, économiste. C'est moi qui vous remercie pour le choix porté sur ma modeste personne. Mais nous n'avons nullement la prétention de dire que nous sommes les plus intelligents de la République. Voilà, merci beaucoup. Alors, tout de suite...